Maggie Lebrun dirigeait des groupes de prière œcuméniques, rassemblant des magnétiseurs, des médecins, mais aussi des simples citoyens, dans le but de canaliser l'énergie pour guérir ou aider à partir des malades condamnés, participant également à ces groupes de prière. En 1976 à Grenoble, un chirurgien dentiste du nom de Jacques Brossier avait été opéré, puis guéri d'une tumeur. Mais en 1979, après sa rémission spontanée, il y eut une résurgence. Que faire? Cette famille s'inscrivit au groupe de prière. Christophe, le fils de Jacques, se souvint avoir eu des pensées positives pendant cette période où il était dans le groupe qui rassemblait en fait toutes les religions et même parfois des personnes athées. Les croyants, selon Maggie Lebrun, prient Dieu et les athées prient les forces positives de l'univers. Après un an de ces groupes de prière et malgré le fait que Maggie Lebrun pensait que Jacques Brossier était condamné, il eut une guérison totale. Les groupes de prière existaient alors encore. À 20h30, tous les jours, ceux qui en font partie s'arrêtent et s'engagent à prier pour la guérison des malades. Or, il est 20h30 toujours partout dans le monde, ce qui veut dire que ces prières ne cessent jamais. En plateau, Maggie Lebrun témoigna à propos de son livre « Médecin du ciel, médecin de la terre ». Elle était opposée à des personnes qui lui demandaient s'il s'agissait d'une secte, mais elle assura que non. Elle rappela qu'en aucun cas, elle n'encourageait ceux qui suivaient un traitement médicamenteux à l'arrêter. Je suis d'accord avec elle, d'ailleurs. Un an après avoir guéri, Jacques, lui, aurait arrêté les livres de spiritualité. Apparemment, il n'en éprouvait plus le besoin. Que dire de cela aujourd'hui? Eh bien déjà, j'ignore si les protagonistes sont vivants à l'heure actuelle, y compris Maggie Lebrun. Cette dernière a écrit plusieurs livres, comme souvent avec les témoins de ces histoires. Enfin, son groupe de prière existe encore. Mais aujourd'hui, les gens qui y prient plutôt à 21h chaque jour. Michel Klein, le célèbre vétérinaire qu'on voyait au Club Dorothée, évoquait au début de cette histoire le sixième sens que posséderaient les chats. Et cela a été confirmé par le témoin Raymond Bernard, un de ceux qui avait envoyé son histoire à Mystère quand on avait demandé des témoignages. Mais je me demande si ce n'est pas la seule histoire mise en scène à la suite d'un témoignage. Voici ce qu'il disait. En avril 1965, sa femme et lui étaient partis en pique-nique avec leurs 4 enfants et leur chat Zuma, qui était tout noir. Oui, je sais, une couleur assez mystique chez les chats, je sais pas s'il y a un lien, vous allez voir. Une fois à l'orée de la forêt, Zuma est parti à filer là-bas, sans se retourner. Personne n'était inquiet, il paraît que Zuma revenait toujours après des escapades. Bon, moi à leur place je me serais méfié. Emmener un chien en pique-nique je dis pas, mais un chat c'est plus hasardeux. Et ce qui devait se passer arriva. À l'heure de partir, Zuma n'avait pas réapparu. La famille rentre dans la forêt, l'appelle, le cherche pendant un moment, mais il n'est pas là. Comme ce jour-là était celui de son anniversaire, Raymond voulait rentrer dès à présent, malgré que ses enfants soient si tristes d'avoir perdu le chat. Mais il insista, les fit monter en voiture, rentra chez lui, mais pendant son dîner d'anniversaire, il n'y avait que des visages moroses. Fâché, Raymond envoya tout le monde se coucher. Puis se mit au lit aussi, déjà résigné, pensant qu'il allait acheter un autre chat à ses enfants. Sauf que, cette nuit-là, Raymond rêva de Zuma. Et il entendit clairement une voix qui lui semblait celle de Zuma et qui disait « Pourquoi m'as-tu abandonné? Viens me chercher !» Et il vit Zuma couché dans la fourche entre 2 arbres de la forêt. Raymond se réveilla en sursaut et se sentit poussé à agir, bien qu'on soit au milieu de la nuit, comme guidé par une transmission de pensée. Il emmena ses fils avec lui,
Et là, surprise, en arrivant à l'orée de la forêt, ils trouvèrent Zuma exactement là où Raymond avait rêvé qu'il se trouvait. En plateau, on parlait du témoignage d'un écrivain qui, lui, avait un chat qui avait disparu aussi, ce n'était pas dans ses habitudes. Suite à une sorte d'intuition, l'écrivain trouva son chat piégé dans la forêt, la patte dans un piège à renard. Comme s'il y avait une télépathie entre eux. Les chats font partie des animaux, disait-on, qui peuvent communiquer leurs pensées. On aurait pu se demander pourquoi Zuma envoyait ce fameux rêve prémonitoire, s'il le pouvait, à Raymond, qui était celui qui l'avait abandonné. Mais en même temps, pragmatique, Zuma savait peut-être qu'il s'agissait du chef de famille, et que si quelqu'un pouvait décider de prendre la voiture pour aller le chercher, c'était lui. Télépathe et intelligent. Je ne peux rien dire de plus sur cela aujourd'hui. Sans doute que oui, ce rêve prémonitoire est vrai. À savoir s'il a été induit par un quelconque pouvoir du chat ou si c'est juste un rêve prémonitoire, c'est une autre affaire qui n'a pas encore été résolue aujourd'hui. Dans cette histoire américaine et donc issue d'une Solved Mysteries, Vicky Doroshenko, qui avait 19 ans en 1984, avait été victime d'un accident 2 ans avant. Elle s'évanouissait, avait régulièrement des migraines, et en 1986, elle fut diagnostiquée comme épileptique. Elle pouvait avoir jusqu'à 24 crises chaque jour, pendant lesquelles ses poumons pouvaient s'emplir de fluide, ce qui était dangereux. En 1987, elle fut donc inscrite à un programme qui consistait à avoir un chien handicapé à ses côtés, qui pouvait prévenir du monde si elle se retrouvait à faire une crise. Le jour où elle rencontra l'un des Golden Retrievers qui lui était destiné, Vicky fit une crise et ce chien ne bougea pas. L'autre Golden Retriever, qui était dans la pièce, Harley, se leva et se coucha sur Vicky, alors qu'il n'avait encore rien appris de sa mission. Au réveil, Vicky insista pour prendre Harley plutôt avec elle. Elle avait raison. Ses crises diminua et elle put retourner à l'université. Et là, quelque chose de curieux se produisit. Alors qu'un jour, Vicky était sur le campus, Harley se mit soudain à aboyer frénétiquement et semblait vouloir l'entraîner à l'intérieur. Vicky ne comprenait pas pourquoi, mais elle entra dans une salle de classe, s'assit et demanda si elle pouvait attendre là, au surveillant. Harley semblait s'être calmée. 5 minutes plus tard, la pauvre Vicky était prise de convulsions et avait une crise d'épilepsie. Ce que Harley semblait avoir deviné. Par la suite, 15 à 45 minutes avant que Vicky n'ait une crise, son chien l'a poussée dans un endroit couvert. Elle comprenait et allait s'asseoir. Selon un témoignage, au moins 15 autres chiens avaient été répertoriés avec cette capacité. Mais d'où vient-elle? Eh bien, en commentaire, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que Vicky a par la suite eu un mari, des enfants, mais qu'elle est morte le 26 février 2022. Et Harley aussi, je présume. Et non. Aujourd'hui encore, on ne peut pas expliquer ses capacités. Il y a eu le témoignage dans ce reportage de Gwen de Gizek, qui était druide. Eh oui, un vrai druide. Un témoin du nom Catherine Giraudot a dit aussi qu'elle avait vu dans la forêt de Brocéliande une forme humaine, évoquant une dame blanche. Peut-être Viviane. À la fontaine de Barenton, un autre témoin du nom de Serge Bellman, la fontaine de Barenton étant dans la forêt de Brocéliande, pour ceux qui connaissent, avait dit avoir vu le visage de Merlin se refléter dans l'eau.
Un historien du nom de Christian Guyenvarch, lui, dira qu'en 1964, il avait réussi à provoquer une averse en versant de l'eau sur la pierre de la fontaine de Barenton, ainsi que le voulait la légende. Moi, j'ai pas osé le faire le jour où j'y étais, entre parenthèses. Une infirmière, sinon, du nom de Marielle Pernin, dira avoir vu des lutins faire une ronde d'Alfred Brocéliande et lui aurait demandé de dire à tout le monde qu'ils existaient pour de vrai. Gwenland de Gizek, lui, parla du métier de druide comme être un pont entre notre monde et le monde des gnomes et des fées et des lutins. Une druidesse du nom de Geneviève habitait dans les années 1960 au manoir dit du Tertre, donc près de la forêt. Un enfant à l'époque de 9 ans, Hervé Guggenheim, entra un jour dans cette maison avec ses parents. Soudain, il vit Geneviève, et Geneviève lui annonça avec tranquillité: « Cette maison, elle sera à toi, un jour. » Hervé aurait eu si peur qu'il a pris ses jambes à son cou sans demander son reste. Là-dessus, 30 ans plus tard, sa voiture tomba en panne devant le manoir du Tertre et s'arrêta pour y dormir. Il vit que la maison était à vendre. Il la racheta. Hervé dit aussi qu'il avait rencontré sur les lieux un vieil homme qu'il ne connaissait pas. Il y avait aussi sur les lieux une dame qu'il n'avait jamais vue non plus. Mais le vieil homme assura à cette dame qu'Hervé serait son mari. Ce fut le cas, il rencontra sa femme de cette manière. Et le petit vieux, ils l'ont jamais revu. Alors c'était qui? J'ai une petite hypothèse, peut-être Merlin, mais bon, je ne savais pas qui jouait les entremetteurs. Le reportage évoquait aussi le Val sans retour, vous devez connaître l'histoire comme moi. La fée Morgane y avait enfermé tous les chevaliers infidèles, à l'exception de Lancelot qui n'avait pas succombé à son maléfice. On reçut l'universitaire Michel Raoult, Gwenland de Gizek donc, et Uderzo. Ouais, ben oui, il dessine panoramique, il s'y connaît forcément. Ce dernier avoua d'ailleurs qu'il n'avait jamais vu de vrai druide jusqu'à ce jour-là. Gwenland de Gizek expliqua que les serpes n'étaient pas forcément faites en or d'ailleurs. Mais qu'à part ça, Uderzo avait, et donc Goscinny, avait décrit des choses plutôt exactes, notamment rapport au fait que le barde et le druide avaient des fonctions distinctes, alors qu'il arrivait qu'on les confonde autrefois. Le Gizek expliquait aussi qu'un druide, ça pouvait parfois être un devin. Il parla aussi de la fête du 1er mai, connue comme étant Beltane dans certains milieux aujourd'hui, et des cérémonies extérieures, et il expliqua que la famille royale d'Angleterre avait le titre honorifique d'archidruide. Entre parenthèses, c'est vrai, je les ai vus sur les photos du jour où ils étaient nommés comme tels au musée de la magie d'Édimbourg. Même Churchill aurait été un initié. Il y avait des épreuves, et il y en a aujourd'hui encore, pour devenir druide. Il faut notamment apprendre le breton celtique. On lui demanda si être druide, ou en tout cas croire à la religion celtique, était faire preuve de nationalisme. Mais Gwenland assura que non, et qu'il assura d'ailleurs que l'extrême droite leur avait volé la croix celtique, qui existait bien avant de se faire détourner de la sorte. Et il a raison là aussi. Que dire de plus sur tout ceci? Que d'abord, hélas, Gwenland de Gizek est mort en 2008, et Uderzo en 2020, mais vous devez le savoir. Il est possible de séjourner actuellement au manoir du Tertre, mais je ne sais pas s'il appartient toujours à Hervé. Enfin, j'envie beaucoup cette chère Marielle Pernin, mais si elle a parlé, je crois que personne ne l'a cru. Et très honnêtement, j'aurais adoré pouvoir faire la même chose qu'elle. Mais je n'ai rien vu quand j'étais à Brocéliande. Alors les jumeaux, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, celle sur le roi et son sosie, une légende qui est absolument vraie d'ailleurs.
Et petit rappel des faits. En janvier 1939, Helen Thorensen, une Finlandaise de 22 ans, est partie dans la précipitation au Royaume-Uni en tant que jeune fille au père. Et c'était pour cacher sa grossesse à ses parents. Grossesse hors mariage, bien sûr. Sur place, elle met au monde 2 jumelles, Barbara et Daphné. Elles seront adoptées séparément. Et Hélène retourne au pays, se marie en 1942, mais finit par se suicider. Elle ne reverra jamais ses filles. Barbara sera adoptée à Londres par les Censel. Et Daphné à Bedford par les Millwall. Étonnamment, elles seront toutes les 2 mauvaises en maths et en sport, mais elles aiment toutes les deux l'art. Daphné savait qu'elle avait une sœur jumelle parce qu'on lui avait dit, et sans qu'elle sache expliquer pourquoi, elle était persuadée que sa mère biologique était repartie vivre en Australie et qu'elle avait emmené sa sœur, ce qui n'était pas le cas. Bientôt, elles durent toutes les 2 abandonner leurs études et souffraient toutes les 2 de la même faiblesse à la cheville. Barbara, elle a habité à Douvres chez une amie à l'âge de 17 ans et fit la rencontre de Frank Herbert qui avait 22 ans. De son autre côté, Daphné rencontra un certain Peter et elle se maria avec lui, le même jour que Barbara. Oui, ce n'était pas vraiment prévu, mais ça se passa ainsi. Barbara, en consultant son certificat de naissance, découvrit alors qu'elle avait une sœur jumelle. Elle voulut la retrouver, mais ce ne fut pas facile. Plusieurs années s'écoulèrent pendant lesquelles les 2 sœurs firent 2 fausses couches, eurent 2 fils, puis une fille. À la rubrique Astrologie des annonces des journaux, en 1978, Barbara passa une petite annonce pour retrouver sa sœur jumelle. En juin 1979, Daphné lui répondit. Elles se fixèrent rendez-vous et se retrouvèrent sur un quai de gare de façon très émouvante. Ensuite, elles remarquèrent toutes les coïncidences dont je vous ai parlé. En plateau, on interviewait 2 jumelles qui étaient mariées elles aussi, et 1 an d'intervalle. Mais celle qui s'était mariée la deuxième dit que pendant 1 an, elle avait été très jalouse de son beau-frère. On évoqua aussi, c'était un sujet d'Unsolved Mystery, les Jim, dont j'avais parlé aussi. Jim Lewis et Jim Springer, qui habitaient à 5 km l'un de l'autre, partaient en vacances au même endroit, fumaient la même marque de cigarettes, de bière, et avaient conduit la même voiture, souffraient tous 2 de migraines, avaient appelé leur fils Alan, avaient été mariés à une femme qui s'appelait Hilda, puis à une autre qui s'appelait Betty, avaient tous les 2 appelé leur chien Toy, et avaient tous les 2 été policiers. Ils s'étaient retrouvés en 1979 et constaté toutes ces ressemblances. Elisabeth Tessier, interrogée en plateau, révéla que le 4 juin 1738, naquirent en Angleterre 2 hommes qui se marièrent tous les 2, un 10 septembre 1761, eurent le même nombre d'enfants, les mêmes maladies et moururent le même jour. L'un était un quincaillier du nom de Samuel Remlings, l'autre était le roi George III. Il est très possible, finalement, alors que j'ai pas pu retrouver qui c'était au départ, que cette anecdote ait été rapportée, comme je vous l'ai dit, dans le roman 2 pour 1, quand sont évoqués le thème des jumeaux dits astrologiques. Sauf que dans ce cas-là, Samuel Remlings était donc quincaillier et non pas tailleur, comme on le rapporte dans cette histoire. Par jumeaux astrologiques, on sous-entend que des personnes qui sont nées le même jour à la même heure au même endroit ont forcément le même destin. Ça peut s'appliquer à des gens qui n'ont aucun lien entre eux, comme ici, mais aussi aux jumeaux, même si on les sépare. Je crois guère à l'astrologie. Mais c'est l'une des coïncidences troublantes qui me fait quand même me demander s'il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, je n'en sais pas plus sur cette histoire aujourd'hui. J'ignore même si Daphné et Barbara sont toujours de ce monde. Les dauphins sont comme les chats, ils ont des capacités paranormales, semble-t-il. Par exemple, ils mettent fin à leur jour parce qu'ils ne supportent pas la captivité, par exemple en retenant leur respiration.
Dans un Marineland, attention, ce que je vais brûler est plutôt triste, se trouvait une dauphine qui s'était fait connaître en tant de celle qui avait endossé le rôle de Flipper le dauphin dans la série du même nom. Son dresseur, Rick O'Barley, l'avait appelée Katy. Elle finit ses jours dans un aquarium de Miami et était complètement déprimée. Un jour que Rick lui avait rendu visite, elle vint le voir, lui donna un petit coup de tête sur la main, puis elle retourna au centre du bassin et, cessant de respirer, se laissa couler jusqu'au fond. Le font-ils exprès? C'est pas possible selon certains scientifiques, parce que les animaux n'ont pas conscience de leur faim. S'ils cessent de respirer, dans le cas des dauphins, ce serait dû à un dérèglement du système interne, dû lui-même à un parasite qu'ils auraient dans l'oreille interne. Et s'ils sont capables, apparemment, de ressentir certaines choses, aussi comme une forme de télépathie, ce serait dû à un écho de leur sonar qu'ils utilisent pour communiquer entre eux, et qui excite les particules de magnétite, auxquelles ils sont sensibles et qui sont dans leur cerveau. Les dauphins semblent avoir une certaine proximité avec l'être humain. Des pêcheurs au Brésil racontèrent comment certains leur avaient sauvé la vie. Ailleurs, ils peuvent être en symbiose avec des pêcheurs, justement, et rabattre les proies pour eux. C'est dans leurs habitudes aussi de jouer avec les enfants, et les dauphines en particulier, qui ont un fort instinct maternel, accompagneront toujours à la plage un enfant en danger de noyade. Déjà protectrice avec ses petits, une dauphine le serait avec les petits des autres espèces, y compris les humains. En Grèce, on disait que cette proximité était due au fait que les dauphins avaient été des humains, métamorphosés par le dieu Dionysos. En vrai, qu'en est-il? Eh bien, je suis comme vous, je n'en sais pas davantage, je ne peux pas expliquer la proximité de l'espèce des dauphins avec celle des humains. Brigitte Pastor était une boxeuse professionnelle qui devait disputer un grand championnat le 15 mai 1989. Mais hélas, elle souffrait de violentes douleurs dans le dos. Elle fit le match, mais ensuite, cette championne de France était régulièrement réveillée par de violentes douleurs. Elle consulta un docteur en Avignon, mais rien à faire. La douleur persistait, elle traînait la jambe. Les spécialistes se demandaient s'il n'y avait pas un début d'hernie, et aucun traitement n'avait d'effet. N'en pouvant plus, et ne pouvant plus s'entraîner, elle alla consulter un rhumatologue, qui lui dit d'arrêter la boxe. Mais pour Brigitte Pastor, autant lui interdire la vie elle-même. Elle aimait beaucoup trop boxer. Alors, quand on lui parla d'un prêtre, André Allemand, qui aurait la capacité de faire passer certaines douleurs, elle décida de le consulter. Le père Allemand avait un établissement spécialisé dans l'accueil des plus démunis, mais aussi, toujours gratuitement, parce que selon lui c'était pas bien de faire payer ce genre de choses, par imposition des mains, il pouvait soulager certaines douleurs. Brigitte Pastor n'était pas croyante et elle ne l'est toujours pas aujourd'hui. Toutefois, elle n'ayant rien à perdre, elle consulta le père Allemand. Celui-ci, à l'aide d'un pendule, localisa une vibration magnétique au niveau de sa douleur. Puis, il lui imposa les mains. Mais, curieusement, cela fit empirer encore la douleur pour la pauvre Brigitte. Elle passa 3 jours au lit, en maudissant ce curé, et puis, plus rien. La douleur disparut complètement du jour au lendemain et n'est jamais revenue. En 1993, Brigitte Pastor était championne du monde. Aurait-elle provoqué inconsciemment sa guérison? C'est l'une des hypothèses retenues par les scientifiques. En plateau, mis à part le fait qu'il dit organiser un gala en faveur de la passerelle, c'est-à-dire son association d'ados démunis, le père Allemand expliqua qu'il avait découvert ses capacités grâce à une amie qui souffrait de douleurs persistantes au bras. À l'origine, pour plaisanter, le père lui avait imposé les mains sur le bras, mais cela avait marché, elle avait guéri.
Sceptiques, des médecins en plateau répondirent que cette amie, peut-être Brigitte Pastor, était simplement hyper réceptive. J'avoue ne pas trop savoir ce qu'ils entendent par là. Que dire là-dessus? Que le père allemand a écrit des livres déjà, mais je ne sais pas s'il est vivant. Brigitte Pastor, oui, elle est devenue coach de boxe. Et c'est tout. J'imagine qu'elle ne souffre plus, et non, je ne peux pas non plus expliquer sa guérison. Le magnétisme ne s'explique toujours pas aujourd'hui. Le 20 octobre 1980, David Bianchi et sa femme eurent tous les deux un accident terrible qui les firent une expérience de mort imminente. Et tous deux virent la lumière, comme on dit. Pire, ils virent leur fils qui était décédé. Ils se racontèrent leurs souvenirs, et le fils annonça à son père qu'il devrait subir une opération. Ce fut vrai. David Bianchi se réveilla, et, quelque temps après, dut subir une intervention chirurgicale dont il n'avait aucune idée à ce moment-là. Ces personnes ont-elles vu l'au-delà? Encore une fois, je ne saurais pas vous le dire, parce que, aujourd'hui encore, les NDE, ou Near Death Experience, expérience au port de la mort, n'ont toujours pas trouvé leur résolution comme je vous l'expliquais plus tôt. En 1979, Monique Simonet, à l'aide d'un magnétophone, décida s'enregistrer afin d'espérer entendre les morts. Elle venait entendre parler de cette technique dans une revue. Elle s'enregistra, attendit, puis en réécoutant, elle crut entendre son père la mettre en garde contre ses médicaments périmés. En vérifiant, oui, ses boîtes de médicaments étaient bien périmées. Ça alors. Elle pensa ensuite à son petit-fils qui était mort à l'âge de 11 ans, Marcel dit Cécile. Elle appela Marcel, s'enregistra, attendit, et elle entendit effectivement des échos d'une voix qui lui sembla être celle de Cécile. Il dit que là où il était, il y avait de la joie. Il lui fit écrire, par écriture automatique, à propos de personnes qui cherchaient à avoir des contacts. Monique Simonet écrivit tout un livre, et entra notamment en contact avec Thérèse Pascal, morte par accident le jour même. Elle parla de son histoire à des journalistes qu'au début ne la croyaient pas, mais Monique assura qu'elle avait vu le visage de son grand-père sur sa télévision pourtant éteinte et sans antenne, donc il ne pouvait capter aucun programme. Elle filma l'écran au caméscope, et un autre témoin, son ami Jacques Blangarin, lui, reconnut le visage de sa femme toujours sur la télévision éteinte, de son côté. Il y eut une mise en garde toutefois à cette communication avec les trépassés. Certaines personnes qui s'y adonnent ne le supportent pas et mettent fin à leur jour à ce qu'il paraît. Que dire de plus là-dessus sinon que Monique Simonet écrit beaucoup de livres. Mais je ne sais pas si ce qu'elle a fait fonctionne vraiment. Mis à part l'écriture automatique, la transcommunication instrumentale, qui est née avec les technologies du son, consistait, comme je vous ai dit à l'époque, à s'enregistrer sur une cassette vierge avec un magnétophone, puis réécouter la bande. Et c'est là, nous disent ceux qui pratiquaient cela, qu'on entend généralement des voix fantomatiques, et en se concentrant, on distingue des syllabes et on peut reconnaître la voix de la personne. Je n'ai jamais essayé. Et puis, je sais comment on fait donc avec une cassette, mais j'avoue, est-ce que vous obtiendrez le même résultat si vous enregistrez sur votre téléphone aujourd'hui? C'est une bonne question. Il paraît qu'il ne faut rien dire et attendre, puis réécouter le silence. Mais je n'ai jamais testé. Si vous le faites, dites-le moi en commentaire. Alexandre Balou introduisait le reportage en demandant si on se souvenait d'Aurore Boiseau. Pas moi et sans doute vous non plus. Mais en fait, c'était une enfant pour laquelle une grande campagne, donc avant l'heure de financement,
mais pas encore en ligne, avait été faite, afin qu'elle puisse être opérée d'une grave maladie. En 1981, sa mère, Nadège Antoine, avait voulu aller voir par curiosité la voyante Danielle Verne. Elle n'avait pas l'habitude des voyantes. Mais une amie lui avait recommandé, et Nadège Antoine était curieuse de son avenir à l'époque professionnelle. Le 7 mars 1981, Danielle Verne lui fit la surprenante prédiction d'un déménagement en province. Mais Nadège ne voulait pas quitter Paris. Ça n'est pas tout. Danielle Verne avait compris que Nadège avait un jeune enfant, à l'époque Aurore, qui avait 1 an, et la voyait être très malade, et partir à l'hôpital. Nadège Antoine partit très en colère, se disant que Danielle Verne devait être folle. Mais elle commença à faire des cauchemars récurrents dans lesquels elle voyait Aurore être malade. Pour se rassurer, elle alla voir un docteur. Celui-ci fit une radio à Aurore et remarqua qu'elle avait une malformation cœur-poumon de naissance qu'on n'avait pas remarqué jusqu'ici. D'habitude, ceux qui en sont atteints ne peuvent être sauvés que par une greffe. Nadège déménagea effectivement en Provence pour que sa fille respire un air plus pur. D'après les spécialistes des transplantations d'organes, il fallait que les organes grandissent avec la personne greffée. C'est qu'en général, on ne greffait que les adultes. Rien ne pouvait être tenté avant la puberté dans le cas d'Aurore, et Nadège se demandait si elle survivrait d'ici là. Toutefois, le 6 mars 1985, elle lut dans les journaux qu'avait eu lieu la première greffe réussie sur un enfant, à Londres. Comme l'opération serait très coûteuse, le journal La Provence organisa des galas de charité afin de récupérer suffisamment d'argent pour sauver Aurore. En novembre 1985, Nadège Antoine consulta à nouveau Danielle Verne. Celle-ci lui assura que la première opération sur Aurore allait échouer, mais que la seconde serait d'un succès. Effectivement, alors qu'on annonça que un cœur et un poumon étaient disponibles pour Aurore et qui fut emmenée en urgence à Londres, les organes arrivèrent trop tard. Toutefois, la seconde fois que des organes furent de nouveau disponibles, cette fois-ci cela marcha. En plateau, on partagea l'expérience d'un homme qui a fait de la moelle osseuse. Mais vous me direz, rien de paranormal dans cette histoire, excepté une chose, cela avait été prédit par une voyante. N'importe quoi aurait pu l'être. Et c'est vrai. Et c'est de toute façon pas la seule fois où il aurait été question de voyance dans Mystère. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, Danielle Verne a un site et exerce encore. Elle a écrit des livres, elle peint, elle sculpte. Mais hélas, pour ce qui est d'Aurore Boiseau, elle est décédée en 2008 d'un rein infecté. En effet, les médicaments que doivent prendre les personnes greffées pour éviter un rejet ont tendance à épuiser les reins. Les siens s'étaient si abîmés qu'elle devait envisager une nouvelle greffe, cette fois-ci des reins, puisqu'ils étaient détruits. Mais son nouveau rein s'était donc infecté. À 27 ans, Aurore était la doyenne des greffés de France, car d'habitude, il ne vit pas si vieux. L'association Aurore Boiseau existe aujourd'hui, afin d'expatrier, quand cela est nécessaire, les malades en attente d'une greffe. En 1982, dans un foyer pour jeunes handicapés de Saint-Égrève, vivaient quelques enfants sourds-muets, dont Alain. Et je n'ai pas son nom de famille, il s'appelait juste Alain. Un jour, son foyer donc partit en expédition pour aller visiter les grottes de Corange dans le Vercors, pour ceux qui connaissent. Alain, trop enthousiaste, s'éloigna trop de l'entrée de la grotte et alla se perdre dans la forêt. On le chercha pendant 2 jours, et je pense que vous devinez la difficulté à retrouver un sourd-muet. Déjà, ça ne sert à rien de crier son nom. Et en plus, en 1982, il n'y a pas de téléphone portable. Alors que faire?
on s'adressa à Jean-Louis Crozier, un médium, qui utilisait une carte pour retrouver les gens, et un pendule. En se servant de sa carte et de son pendule, il parvint à localiser le pauvre Alain qui fut ainsi retrouvé. En plateau, Jean-Louis Crozier expliqua qu'il avait plusieurs affaires de disparition sur le feu, qu'il en avait résolu la plupart, mais que certaines, il disait être en attente, pour ne pas dire que c'était un échec, du moins jusqu'ici. Bon, il avait raison sur un point, on ne peut pas savoir si c'est un échec jusqu'à la fin. Mais l'une des affaires en attente donc dont il a parlé était l'affaire Philippe de Dieuleveux. Je crois qu'on peut dire qu'il a raté parce que d'abord, Philippe de Dieuleveux, personne ne sait encore où il est. C'était un présentateur télé qui a disparu, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et pour ce qui est de Jean-Louis Crozier, eh bien il est mort en 2008, donc sans avoir retrouvé Philippe de Dieuleveux entre autres. Mais sa fille poursuit son œuvre et elle écrit des livres aujourd'hui encore. Luce Grimaud était une voyante qui avait une manière très originale de prédire l'avenir. Au lieu de simplement regarder une boule de cristal, elle la filmait, puis prenait des photos. Elle faisait ça de manière très clinique avec une blouse blanche. Pendant qu'elle filmait, elle ne parlait pas et tournait autour de la boule. Selon un comité d'experts, ce qu'elle voyait entre guillemets sur les films, c'est une simple décomposition de la lumière. Mais Raymond Pellegrin, l'un de ses clients, était intéressé, parce qu'il avait vu un visage de petite fille sur le film qui a été pris et avait reconnu sa sœur. Je ne peux rien dire de plus sur Luce Grimaud aujourd'hui, parce que justement on n'en parle pas, je n'ai pas retrouvé de traces. Sa manière d'exercer la voyance était bien sûr originale, mais à ma connaissance elle n'a pas fait beaucoup d'émules. Je ne connais aucune autre voyante qui filme une boule de cristal au lieu de simplement regarder dedans. Le reportage retraçait les origines de l'alchimie que vous connaissez peut-être. À savoir que les Chinois, en cherchant à exercer l'alchimie, avaient découvert la porcelaine, la poudre et la poudre à canon. On avait aussi découvert le sel d'argent à l'origine des photographies, 100 ans avant les premiers daguerreotypes. Rappelons au passage que l'alchimie, c'est la science de découvrir la pierre philosophale, ou œuvre rouge, qui rendrait immortelle. Mais d'autres œuvres, ou pierres philosophales, pourraient, elles, changer les métaux vils comme le plomb en or. En gros, c'est une science qui parle de tout rendre plus parfait. Mais est-ce seulement de la chimie? Y a-t-il autre chose qui est beaucoup plus, disons, psychique? Les alchimistes semblaient avoir conscience de l'existence des atomes, bien avant Newton et Pierre Curie. La reine Christine, entre autres, elle aussi, aurait pratiqué l'alchimie. On rappela l'histoire de Nicolas Flamel, qui avait entre les mains le manuscrit d'Abraham le Juif. L'ayant décrypté, il sut comment faire la pierre philosophale pour laquelle il fallait avoir la foi et communier avec la nature. Mais sachez aussi qu'un alchimiste peut parfois se mettre en contact avec des vapeurs dangereuses et nocives pendant ses expériences. Il fallait aussi respecter les cycles lunaires, utiliser certains minerais, se servir d'eau de pluie, etc. Nicolas Flamel aurait ainsi atteint un premier stade, mais rien de probant, jusqu'à ce qu'il fasse un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et rencontre un autre alchimiste, juif celui-là, qui l'aida à décrypter le livre qu'il avait eu entre les mains, écrit par un autre alchimiste. On l'avait revendu à l'école Flamel, qui, si vous le savez, était écrivain public et collectionnait les livres. De retour chez lui, à Paris, Nicolas Flamel se remit à son altanor, c'est-à-dire à son four,
et c'est après 21 ans d'expérience qu'il trouva la pierre philosophale, celle qui changeait le plomb en or. De la sorte, Flamel aurait acheté 30 maisons dans Paris, fait construire des églises et des hôpitaux. Ça, c'est ce qu'on dit. Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, par fission nucléaire, et donc transformation d'atomes, il est possible effectivement de transformer le plomb en or. C'est vrai. Mais déjà, l'or qu'on obtient ainsi coûte beaucoup plus cher que celui qui est déjà dans la nature, donc personne ne le fait. Et puis, la transmutation de la sorte était impossible au Moyen-Âge. Mais était-ce possible autrement? D'après l'alchimiste Fulcanelli, c'eût été possible, mais il fallait attendre le fonctionnement de la pile atomique en 1937 pour pouvoir y parvenir en se servant de l'atome. Un auteur du nom de Jacques Berger, l'auteur du Matin des magiciens, contacta Fulcanelli, qui le mit en garde contre le danger des atomes. Les alchimistes savent depuis longtemps, paraît-il, les dangers de la bombe atomique, bien avant qu'on ne la construise. Je rappelle que c'était en 1937. Le reportage interrogeait aussi Bertrand, un alchimiste alors moderne, qui dit que sa quête était avant tout une quête solitaire. En plateau, les intervenants dirent qu'il était en bonne voie d'obtenir une transmutation possible par la haute technologie. Que dire de tout cela aujourd'hui? Bien que même avec haute technologie, je ne pense pas que ce soit facile. Et que, oui, c'est toujours plus simple de trouver de l'or dans la nature. Voilà pourquoi on n'a pas recours au nucléaire pour en obtenir. Pas encore. Même si le coût de la transmutation des atomes, c'est vrai. En outre, il y a encore des alchimistes, des personnes qui espèrent transmuter les choses sans en passer au niveau atomique. Pourquoi pas, bien sûr. Mais à ma connaissance, personne n'a encore obtenu l'immortalité ni transformé le plomb en or. Ce qui est de Nicolas Flamel, il y en a d'autres qui disent qu'il se serait enrichi en fait d'une autre manière. On ne peut pas prouver que sa fortune, indéniable car il a effectivement acheté beaucoup d'endroits, que sa fortune avait été obtenue en transformant le plomb en or.